Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Journaliste, auteur, réalisateur et producteur entre autres, l'Instant Pur Cinéma a le très grand plaisir et la joie de recevoir pour son 16e épisode Gilles Demestre. Gilles, merci pour ta confiance, merci pour ton temps, mais avant toute chose, bonjour, comment ça va ? Bonjour. Ça va. Ça va. On est content des chiffres du dernier film. Donc, c'est toujours sympathique quand le public est au rendez-vous d'un film. Carrément, complètement. On y reviendra un petit peu après. Très bon score de ton film qui a une bonne tenue. On est lundi matin. Les Oscars, c'était cette nuit. Est-ce que tu as eu l'occasion de suivre le direct ou juste un résumé ? Ou alors toute cette saison des cérémonies, ça t'intéresse pas trop ? Disons que je le suis comme ça de très loin. D'abord la nuit, je dors parce que j'ai plein d'enfants, j'ai 6 enfants, donc ils vont à l'école le matin très tôt. Donc c'est pas les vacances. Et puis c'est vrai que les prix, tout ça, j'en ai eu beaucoup quand j'étais plus jeune, avec beaucoup de mes films, et que maintenant, j'ai pris un peu de distance là-dessus. Je me consacre plutôt à faire un cinéma qui peut faire venir le public dans les salles. Alors, il se trouve que là, Anatomie d'une chute a comblé les deux, c'est-à-dire ils ont des prix et ils ont fait venir le public en salle en France, donc ça c'est un grand bravo. Mais voilà, moi je suis plus focus maintenant sur parler aux familles, parler aux enfants, développer mes messages vers un large public. Ouais, ça se comprend. Alors avant de commencer, petit dispositif un peu spécial, notre entrevue, on l'a programmée il y a quelques jours et j'ai été un petit peu pris de court, je l'admets. Et pour tout expliquer, donc sur cette saison 2, j'essaye quand je peux de recueillir un message pour l'invité de quelqu'un que tu connais bien. Du fait que l'on ait daté cette entrevue un petit peu tôt, ça s'est joué à rien du tout, j'ai pas encore le message pour toi, mon interlocutrice a fait ce qu'elle pouvait, mais par manque de temps, elle n'a pas pu me le délivrer à temps. Ce n'est que partie remise. Gilles, je reçois ce message d'ici quelques jours, et pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Gilles, je l'ai dit en intro, multiples casquettes, journaliste, auteur, réalisateur, producteur et encore bien d'autres. C'est quoi ton parcours ? Alors j'ai plus de 60 ans, donc c'est un très long parcours. Alors je sais pas si tu as 3 ou 4 podcasts, parce que j'ai fait énormément de choses dans ma vie, mais pour résumer, j'ai commencé par le journalisme et le documentaire, j'en ai fait pas mal, j'ai couru le monde avec ma caméra. J'étais caméra reporter, donc tout seul avec une caméra, et j'ai fait beaucoup de films sur la vie de la planète, les guerres, les famines, beaucoup de choses pas très gaies. Et puis au fur et à mesure, j'ai glissé vers le cinéma, vers la fiction. J'ai fait des téléfilms, j'ai fait des films cinéma aussi un peu engagés sur des thématiques plus sociales. Et puis après, j'ai évolué vers la volonté de faire un cinéma plus grand public, plus large, pour éveiller un peu les gens aux problématiques d'environnement de notre planète, etc. Et ça, c'est un peu la dernière partie de ma vie. Voilà. Petit point filmographie, en 94, Killer Kid,
en 2001, Féroce, en 2007, Premier Cri, en 2017, La quête d'Alain Ducasse, en 2018, Mia et le lion blanc, 1,4 million d'entrées en France, 4,5 millions à l'international, en 2019, Demain est à nous, en 2021, Le loup et le lion, 1,1 million en France et 2,9 millions à l'inter, et Le dernier Jaguar, donc en ce moment en salle, plus de 800 000 entrées pour l'instant, et plus de 2,2 millions à l'inter. Ah ben non, on peut actualiser aujourd'hui, on est déjà à 920 000. 920 000, j'avais pas les derniers chiffres, c'est beau, c'est magnifique. on va passer le million voilà, dans les jours qui viennent. Merveilleux. Et donc prévu pour 2025 normalement, Moon le panda, qui Absolument. viendra, on y reviendra plus tard. Pour être honnête, je vois presque ta trilogie Mia et le lion blanc, Le loup et le lion et Le dernier Jaguar sans forcément les associer à ton nom. Et je découvre quand je prépare l'interview, La quête d'Alain Ducasse, c'est aussi de toi. Et je t'avoue, moi j'adore. C'est un documentaire que j'ai adoré. Et pour cause, moi je suis cuisinier de métier. Et donc forcément ça me parle. Et donc évidemment, Alain Ducasse, ce grand monsieur qui est au cœur de ton film, j'en étais vraiment presque ému à la découverte du film. C'est très inspirant, donc, très inspirant comme film. Donc ouais, c'est ça. Merci pour ça. Et pour revenir un petit peu sur cette trilogie dont je parlais, c'est quoi la jeunesse du projet ? Même si on sait c'est pas forcément une trilogie, mais on peut les voir un petit peu comme ça parce que on est vraiment sur des films un peu familiaux avec des animaux. Ah ben non, mais c'est même plus qu'une trilogie, parce que là, il y a un quatrième qui arrive, c'est Moon le panda. Il y a un cinquième qui arrive, qui s'appelle Le livre du désert, que je vais tourner cette année. Ok. Et puis il y en a plusieurs derrière, donc tu vas en avoir au moins une dizaine, c'est Trop sûr, bien. si ce n'est plus. Donc les films sont Parce pas juste pour resituer un peu, les films sont pas liés entre eux, l'histoire n'a rien à voir les uns avec les autres. C'est vraiment des films individuels chacun, mais on peut les relier ensemble par les messages qu'ils transmettent. Et donc c'est quoi la jeunesse de tous ces projets ? Ça a démarré avec Mia et le lion blanc parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une exploitation de la nature et des abus des animaux sauvages, et bon là, à travers la chasse au lion. Et donc ça nous a donné envie de raconter cette histoire pour la dénoncer évidemment, mais pas pour forcément parler à des gens qui sont déjà au courant de tout ça et qui sont déjà convaincus, mais plutôt pour en parler à des gens qui pensent pas forcément à ces choses-là, pas qui sont contre ou pour, mais bon, qui sont dans leur vie quotidienne, et essayer de faire un cinéma de distraction, mais avec derrière d'espérer éveiller un petit peu les gens aux problématiques du futur, quoi. Donc voilà, donc ça c'était un peu l'idée avec Mia, et puis vu le succès, on nous en a demandé d'autres. Et puis on a trouvé que c'était une bonne manière de raconter des histoires, que c'était une manière à nous, originale, que d'autres ne faisaient pas. Enfin, voilà. Et ceux qui ont essayé ces dernières années, malheureusement, ça n'a pas si bien marché. Voilà, parce que nous, effectivement, on a choisi une voie aussi de l'authenticité à travers ces films, c'est-à-dire on fait vraiment les choses en vrai, des vrais animaux, des vrais humains. Et donc c'est comme une série de fables, de contes. Et donc c'est pas un très joli mot, mais cet outil ou cette méthodologie de se servir un petit peu de notre relation à la nature, de notre relation aux animaux, de notre place dans la faune et dans le monde et dans la nature, nous les humains, ça permettait de parler de plein de choses différentes. Ça permet de parler de la famille, ça permet de parler du courage, de ce qu'on veut faire dans la vie, de réaliser ses rêves, de sauver le monde, de sauver un ami, de se battre pour ses convictions. Enfin voilà, toutes ces valeurs-là qui sont aussi des valeurs très intéressantes au cinéma, mais qui sont aussi des valeurs importantes pour parler aux enfants et aux familles. Et ben on essaie de raconter ça dans des films. Donc c'est inépuisable évidemment. Et puis voilà, donc on va continuer à faire ces fables parce que elles plaisent au public, on les fait aussi de manière à toucher un public international. Donc là, on a été numéro 1 au box-office avec Le dernier Jaguar en Allemagne. C'est absolument hallucinant. Et voilà, on va faire aussi pas loin d'1 million d'entrées là-bas. Voilà, donc ça permet de parler un petit allemand, de parler, ça cartonne aussi, ça marche en Italie, ça va sortir aux États-Unis. Enfin voilà, donc c'est assez universel toutes ces valeurs-là, et on aime bien, voilà. Mais c'est pas forcément un cinéma qui est bien vu en France. C'est un cinéma qui est plutôt méprisé en France.
Et même, je dirais même pas en France, mais même aussi par Unifrance, qui est censé être l'organisme qui s'occupe de supporter les films français à l'international. Nous, on n'existe pas à leurs yeux, quoi, vraiment pas. Bon, c'est dommage, mais la France est assez, met les choses en catégorie et le cinéma familial, le cinéma dit avec les animaux, la comédie, toutes ces choses-là qui marchent auprès du public sont souvent très rejetées par les structures du cinéma français qui sont plutôt des structures de cinéma d'auteur. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ce qui compte, effectivement, c'est que les films puissent mener leur vie et aller toucher les spectateurs. C'est ça, complètement. Et le public est là, de toute façon, à chacun de tes films. Et pour des comédies telles Cocorico, qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Donc c'est génial, et tant mieux. Et moi, ce que je trouve génial dans tes films, c'est que tu as plusieurs degrés de lecture, en fait, dans les films. Parce que les enfants viennent forcément accompagner des parents. Et donc les enfants, eux, vont voir des magnifiques paysages, des animaux beaucoup trop mignons à l'écran, et suivre une histoire qui est facile à suivre pour eux, et en même temps ils vont être vraiment portés dans le film. Et derrière ça, les adultes, les parents vont pouvoir être un peu alertés sur ce qui peut se passer dans d'autres pays que la France. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment génial et vraiment top, on essaie de toucher les enfants, mais sans ennuyer les parents et les grands-parents. C'est ça, c'est beau. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que maintenant, il y a beaucoup de gens même qui viennent sans enfants, les voir. Et ça, c'est intéressant aussi pour nous, évidemment. Ouais, carrément. Moi, le premier, j'y ai été solo, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Et moi, ce qui me rend complètement fou, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter à l'écran une actrice, un lion blanc et un loup. Comment est-ce qu'on arrive à tourner des images où, par exemple, un lion va jouer avec un loup. Moi, c'est un truc, ça m'a fasciné, quoi. C'est beaucoup de temps. Ouais. C'est beaucoup de confiance aussi dans les autres. Autres, je parle d'humains ou d'animaux, hein. C'est-à-dire de partir du principe qu'à partir du moment où on commence à tisser des liens petits, qu'on commence à comprendre l'autre, même s'il est si différent de nous, comme évidemment un loup et un lion, si on passe du temps à se connaître, on peut s'apprécier, on peut s'aimer. Et c'est un peu toute la ligne directrice de nos films. C'est que c'est la connaissance, c'est la communication, c'est la bienveillance, c'est le regard sur l'autre tendre, qui permet de créer ces liens-là. Et c'est encore plus fou parce que ça marche avec des prédateurs qui sont les prédateurs les plus ingérables ou les plus impénétrables possibles, comme le jaguar, qui est un sacré prédateur. Et voilà, et lui, malgré tout ce qu'on m'avait dit que c'était pas possible, que c'était trop compliqué, etc., il est rentré dans cette relation avec cette petite fille, et il a créé des liens avec cette petite fille. Donc ça, c'est voilà, mais c'est voilà, sur Mia et le lion blanc, c'est 3 ans de travail. Sur le loup et le lion, c'est 2 ans. Sur les jaguars, c'est plus court parce que le jaguar grandit plus vite, donc c'était 1 an. Ouais. Mais voilà, après on a un nouveau projet, ça sera 2 ans aussi. Enfin, c'est laisser le temps au temps, ce qu'on fait plus. Voilà, donc nous on inverse un peu les codes de la fabrication d'un film. Généralement, effectivement, on concentre ça sur 3-4 mois. Il y a vraiment, on est dans le speed, on a toujours évidemment des problèmes d'argent toujours dans les cinémas, mais même les plus gros films. Donc il faut faire les choses le plus efficacement possible. Nous, on se laisse le droit d'y passer 1 an ou 2, d'avoir une journée où on ne tourne pas parce que l'animal veut pas. Donc on est dans quelque chose d'assez différent. Et c'est ce qui donne la valeur et le côté incroyable des images qu'on arrive à produire, évidemment. Ouais, c'est ça, et c'est ce qui est beau, en fait. Au lieu de se dire merde, on n'a pas pu avoir telle image, machin, c'est pas grave, on le fera en post-production avec des effets visuels. Non, toi tu préfères, avec tes équipes, attendre, laisser le temps au temps, comme tu le dis, et tourner ça en vrai, quoi. Et c'est beau, et c'est pas beaucoup plus cher, parce que effectivement, ce que tu dis là, de faire les images en post-prod, il y a des films français là, de ces dernières années qui ont fait ça, notamment avec un lion. Je citerai pas le titre, mais voilà, et donc ils ont dépensé énormément d'argent. Je crois que c'était un budget de 16 ou 17 millions, donc quasi le double de ce qu'on dépense nous, le double de Mia, hein. Et ils avaient peur de la méthode, en fait, de relation entre le lionceau et l'enfant.
Ils l'ont même pas laissé grandir d'ailleurs. Ils ont gardé qu'un lionceau. Et finalement, ils ont fait beaucoup d'images en synthèse, ce qui coûte extrêmement cher. Et le public s'y trompe pas. Il voit bien que c'est faux, parce que les images de synthèse, on peut pas en faire des si bonnes que ça aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour que ça fasse vrai. Et nous, on fait pas d'images de synthèse. On fait vraiment, tout est vrai. Donc voilà. Et donc ça, effectivement, c'est du temps, mais bon, le temps, c'est aussi sympa. Ouais, carrément. On va pouvoir passer à la seconde partie. C'est l'heure de la partie 2. C'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite si jamais je te repose la question demain ou après-demain, selon tes humeurs, tes envies, etc. Tes réponses pourraient être complètement différentes, mais il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ? J'ai peur. Ouais, tu peux. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust ? Les bronzés font du ski. Ah, merveilleux, trop bien. Qui passe tous les ans, j'imagine que t'es devant à chaque fois. Bah ouais, je m'en lasse pas et je le Quasiment. regarde. Ouais, je l'ai vu en vrai quand il est sorti, effectivement. Et c'est un truc que je peux regarder à l'infini tellement ça me fait rire. Mais bon, alors, c'est vrai qu'on en revient encore à dire que c'est pas un cinéma que les Français, que les institutions françaises du cinéma aiment. Mais finalement, c'est devenu culte et c'est devenu un chef-d'œuvre. C'est intéressant aussi de voir que les films, quand ils sortent, ils sont souvent décriés, pas aimés, et puis au fur et à mesure du temps, ils acquièrent, avec leur succès ou leur génie, hein, parce que on peut vraiment dire ça, ils acquièrent leurs honneurs et leurs médailles. Ouais, carrément. Et c'est ça qui est beau. Ton affiche de film préféré ? Bon, je vais parler d'un truc familial parce que c'est mon grand-oncle et que c'est un lien très fort avec moi. C'est Jeux interdits, René Clément, qui est mon grand-oncle en fait. Et voilà, donc je pense à ça parce que évidemment c'est une jolie affiche et puis c'est un chef-d'œuvre et c'est un film qui correspond aussi à mon ADN. Les enfants, etc. Donc je dirais ça, pas spécialement que pour l'affiche, mais aussi pour l'histoire que ça me raconte. Voilà. Ouais, pour tout ce qu'il y a derrière, ouais. Ouais, c'est beau. Une affiche récente qui t'aurait marqué ? L'affiche de Dune, là, elle est magnifique. Ouais, je te rejoins. Dune 2. Ouais, t'as pu le voir ou pas ? Non, je sais pas vu encore. Pas encore. Non, je suis trop sur la sortie. Je vais sortir de ça, là, maintenant les vacances sont terminées. Le film va finir sa carrière là, dans les 3-4 semaines avant l'arrivée de Kung Fu Panda, donc je vais avoir le temps d'aller plus au cinéma maintenant, mais j'étais très focalisé effectivement sur... Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Mais écoute, je te souhaite très prenant. alors. Ça t'a plu ? Ouais, trop bien. Moi j'ai adoré. Presque encore plus que le 1, je trouve. Il va beaucoup plus loin, il pousse tous les curseurs, l'action est géniale et tous les personnages, en fait, quand j'ai vu le casting au départ, je sais pas si t'as regardé un petit peu le casting du film, mais le casting est complètement fou et dans tout ça, en fait, personne ne joue mal et personne n'a qu'un tout petit rôle, etc. Tout le monde est à sa place et fait ce qu'il a à faire et c'est vraiment, vraiment génial. C'est un immense réalisateur. C'est ça, carrément. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film ? Si tant est que tu pleures au cinéma. Oui, bien sûr. J'ai vraiment adoré. C'était mon César pour moi, mais bon, ça ne rentre évidemment pas aussi dans les films d'auteurs français et dans la ligne qu'on a en France. C'est La Tresse. Oui, ok, j'en ai beaucoup entendu parler de celui-là. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Il est parti très très vite de mon cinéma. J'ai vraiment été très très bouleversé par le film. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, tu sais, ma dernière larme, c'était hier soir, parce que hier soir, j'ai reloué Le Loup et le Lion. On a revu le film avec ma copine hier, et c'est juste, en fait, tout le film s'est bien passé, etc. Et c'est juste la dernière phrase que tu mets juste avant le générique, comme quoi tous les deux vivent ensemble, et c'est beau. Et en fait, j'ai une petite larme qui a coulé comme ça. Bah oui, mais c'est des bonnes larmes. C'est des bonnes larmes, c'est gentil. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire, ces deux animaux dans la vraie vie aussi, c'est sûr. Carrément, puis les voir jouer ensemble, moi, ça m'a rempli de bonheur. Non, mais c'est fou. T'imagines quand moi je les ai vus jouer ensemble derrière la caméra. Ouais. Je pense que je peux même pas imaginer à quel point ça devait être beau. Ton dernier film vu au cinéma, justement ? J'ai été voir Maison de retraite 2 ce week-end. Ok, c'était bien ? Oui, c'est sympa, c'est une comédie sympa. C'est aussi, voilà, moi j'aime bien les films bienveillants. J'aime pas quand les choses, le pessimisme, la noirceur.
Voilà, pour moi, c'est des choses maintenant, j'ai plus envie, j'ai trop d'enfants, j'ai envie de leur montrer qu'on peut aussi être heureux. Et voilà. Bah, ça n'empêche pas d'être conscient des réalités, mais bon, voilà, enfoncer le clou. Ouais, carrément. Puis ça fait du bien aussi de sortir de toute cette névrose actuelle entre les guerres, entre tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut voir. D'avoir des petits films comme ça qui nous sortent un petit peu de ce monde-là et qui nous ramènent un petit peu de bonheur. C'est une bande originale que tu aimes particulièrement. Bah, toutes les bandes originales de Armand Amar, je suis complètement fan. C'est aussi mon musicien, mais il en a fait plein d'autres et je les écoute et j'adore Armand Amar, évidemment. Ouais. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Alors on va revenir à René Clément, mais c'est un souvenir de plateau de cinéma et je me souviens d'une scène où j'avais été avec ma mère, elle m'avait emmené sur le plateau donc, de René Clément, son oncle, de Paris Brûle-t-il. Et c'était une scène où il y avait un canon qui tirait dans la foule, il y avait des blessés partout. Et ça m'a énormément marqué, je devais avoir 3-4 ans, c'est début des années 60. Et il y avait du faux sang et des morts partout, mais moi je ne faisais pas encore la différence. Et c'est ma première image vraiment très imprimée de mon enfance, d'un truc un peu dramatique. Et je pense que probablement, voilà, c'est quelque chose qui m'a guidé. J'étais sur pas mal de ces plateaux après et qui m'a probablement donné envie d'être aussi cinéaste à mon tour. La dernière, ton plat préféré? Mon plat préféré? Moi, j'aime tout ce qui est fruits de mer et œufs de poisson et tout ça. Alors, évidemment, c'est des produits de luxe qu'on peut pas manger si souvent que ça. Mais ça, j'adore. Sinon, je suis très français traditionnel. Un bon bœuf bourguignon, ou des bons plats en sauce. Voilà, je suis très plat en sauce. Voilà, je sais pas, un truc comme ça. Bon, même si je mange de moins en moins de viande, parce que moi j'ai la moitié de ma famille qui est végétarienne, déjà mes enfants et ma femme, et qu'on mange de moins en moins de viande, et que d'ailleurs j'ai de moins en moins envie. Mais bon, ça reste mes madeleines, ça vraiment, c'est des plats de mon enfance, chez mon grand-père, bourguignon, avec des bonnes petites frites faites maison. Ça restera toujours quelque chose Trop bien, je valide. D'important. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est l'heure de la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Le Dernier Jaguar, ton film sorti le 7 février 2024 en France, avec au casting une actrice que j'aime énormément, Emily Beth Rickards, que j'ai découvert dans la série Arrow par ailleurs, mais également Lumi Pollack et Paul Green entre autres. Donc l'histoire d'une fille qui a vécu en forêt amazonienne aux côtés d'un jaguar, mais suite à un drame, elle et son père vont vivre à New York, et 8 années passent, elle n'oublie pas son jaguar et va revenir dans la jungle pour le sauver d'un danger de mort. J'espère que j'ai bien résumé le film, que j'ai bien capté ce qui me reste du film, que j'ai rattrapé il y a quelques jours. J'avais raté sa sortie parce que j'étais assez pris par un déménagement, par le boulot, etc. Mais par chance, le film était toujours à l'affiche de mon ciné, donc pour tout te dire, ils ont fait salle comble quand j'y étais, génial. Donc trop bien. Trop bien. Et comment l'idée du film t'est venue? C'est suite au succès de Mia, tout le monde nous demandait un Mia et le Lion Blanc 2. Et c'était pas possible, puisque nous, comme on fait les choses en vrai, on avait une relation entre cette petite fille et ce lion qui avait été évidemment arrêté à la fin du tournage, parce qu'elle retourne à sa vie. Donc on pouvait pas faire de Mia et le Lion Blanc 2, mais on s'est dit, il faut qu'on fasse un film qui est un peu le même ADN d'une relation entre un prédateur et voilà. Et puis on était quand même très préoccupés par sa disparition, le jaguar, la forêt amazonienne, qui est une forêt magnifique, donc un décor extraordinaire, mais qui est quand même menacé. Bon, tout ça donnait des ingrédients qui pouvaient évidemment être très utiles pour nous, enfin qu'on aime bien utiliser pour nos films. Et donc voilà, donc on est parti sur cette histoire, mais on a voulu rajouter une touche de comédie. Donc ça, c'est là où est entrée en jeu la prof, qui essaie de l'empêcher de partir. Et c'est la fameuse Emily Beth Rickards, qui est une actrice incroyable, effectivement. Et voilà, et donc voilà, il y avait dans cette histoire le rêve, le voyage, l'humour, l'émotion, et puis les messages importants sur cette forêt qui est un peu notre poumon et qu'on est en train de détruire. Et voilà, et cette petite fille qui se jette dans la jungle pour essayer de sauver son ami, toutes ces valeurs de sauver le monde, étaient là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire ça.
Comment le tournage s'est déroulé? Le tournage, c'est toujours des tournages très complexes parce qu'on tourne pendant 1 an, alors pas tous les jours évidemment, mais on suit la croissance du jaguar. Les enfants créent des liens avec l'animal pour pouvoir tourner à l'écran sans trucage. Et puis on tourne quand on peut. Et bon, c'est des tournages qui s'organisent complètement autour de la star, c'est-à-dire l'animal. Et donc, c'est vrai que souvent dans les films, il y a un chef, c'est le réalisateur, c'est lui qui décide de tout. On dit même que souvent c'est un dictateur. Il s'entoure d'artistes, de comédiens, des meilleurs dans leur métier pour essayer de réaliser son rêve et de construire son rêve. Là, c'est un peu le contraire. Là, c'est plus le réalisateur qui est le chef, c'est vraiment l'animal, et tout s'organise autour de son rythme, de ses horaires, de son caractère, de son bon vouloir ou pas. Donc ça c'est très important parce que un jour il n'a pas envie de tourner, on peut pas tourner, on va pas l'obliger. On fait tout par l'amour, par la nourriture, par le jeu, pour essayer de les faire jouer dans le film. Donc on les oblige pas. Donc évidemment, il y a des moments où ils ont envie de faire autre chose. On a un plateau très calme aussi pour pas qu'ils soient distraits. Nous, on est tous, lui il est un peu en liberté dans le plateau. Nous, on est tous derrière des grilles et des cages, dans des cages parce que c'est dangereux aussi. Enfin voilà, il y a tout un... Donc les tournages sont assez lourds et assez complexes. Mais quand tu dis, par exemple, on a tourné pendant 1 an, ça veut dire que les acteurs sont bloqués pendant 1 an et toute l'équipe technique pendant 1 an? Ou alors, je sais pas, vous avez des longues pauses de plusieurs mois, etc. pour qu'ils puissent retourner Bien sûr, on fait des allers-retours, on fait des pauses, les acteurs reviennent. Alors si les enfants sont bloqués pendant 1 an... Ok, ouais, pour qu'ils puissent grandir avec, bien sûr. Ils déménagent, ils viennent s'installer là où est l'animal, ils le voient tous les jours pour créer cette routine aussi entre eux. Voilà. Après, les autres, ils viennent quand on en a besoin, donc ils font des allers-retours. Dans le film, il y a des plans vraiment fous. Visuellement, c'est dingue parce que les paysages, la matière est vraiment folle. Et au milieu du film, par exemple, on peut voir un toboggan naturel en roche au niveau d'une cascade. C'est complètement fou. Moi, je regardais autour de moi dans la salle et je voyais des étoiles dans les yeux des enfants autour de moi. Donc, c'était vraiment trop bien. Mais qu'est-ce que ça fait de tourner dans des décors comme ça? C'est compliqué. Parce que les magnifiques décors dans le monde maintenant sont quand même pris d'assaut par les touristes. Et que donc pour retrouver des endroits vierges où on peut tourner, qui n'ont pas forcément... c'est complexe. Donc moi je suis très exigeant là-dessus. Je demande vraiment qu'on trouve des endroits fabuleux. Alors il y a toujours des touristes, donc il faut toujours les contourner. Il faut toujours faire avec, quoi. C'est sûr que c'est impossible de trouver des endroits sans rien. Quoique, il y a un endroit, par exemple, dans le film, qui est vraiment un endroit qui est très caché, il n'y a pas de touristes. C'est le plan, c'est un plan, mais c'est le plan d'une énorme cascade avec la caméra qui s'approche et elles sont en train de grimper aux arbres toutes les deux, là, sur cette immense falaise. Donc ça, c'est une cascade hallucinante et on était tout seuls et c'était vraiment incroyable. Et voilà, donc il faut beaucoup chercher, il faut avoir des gens locaux qui font ce grand travail de recherche de décors. Et puis après, moi j'ai envie de rêver aussi, donc je me mets à la place du spectateur quand je filme, évidemment. Donc voilà, donc c'est aussi... Voilà, on est très exigeant surtout sur la protection de l'animal, sur son respect sur le tournage, sur les beaux décors, sur les comédiens et leur relation avec les animaux. Enfin, tout ça, c'est très travaillé pour que ce soit une force. Très beau boulot en tout cas. On y revient, mais comment est-ce qu'on arrive dans le même plan à faire cohabiter un jaguar, un enfant, une actrice américaine et un immense serpent? Moi, encore une fois, mais je trouve ça complètement dingue, quoi. C'est fou. Alors ça, c'est truqué. Ouais, ok. Ça, évidemment, c'est truqué, ouais. Oui, parce que en fait, la relation, elle est entre la petite fille et le jaguar, mais les autres n'ont pas de relation. Donc, si vous mettez un jaguar avec un serpent, le jaguar va défoncer le serpent et va le tuer. Donc ça, c'est pas possible. Okay. Et si vous mettez un jaguar avec une actrice américaine comme Emily, qu'il ne connaît pas, il va forcément lui faire du mal à un moment ou à un autre. Donc en fait, là, c'est ce qu'on appelle de la double, mais là, c'est plutôt de la triple passe. Ouais. Et donc c'est ce qui donne l'illusion qu'ils sont ensemble. Mais en fait, c'est filmé chacun séparé. Donc on filme le jaguar et la petite fille ensemble, ça, il n'y a pas de problème puisqu'ils sont habitués. Ouais. Puis le serpent, puis Émilie. Même si Émilie a fait 1 ou 2 plans avec le serpent, quand même, sans que ce soit truqué. Ouais, mais bon, avec vraiment les animaliers autour. Et bon, c'est un serpent, c'est un python. À partir du moment où il y a une distance quand même relative, il va pas
l'attaquer. Ouais. Voilà. Bah, Donc, ça marche vraiment trop bien. donc ça en tout marche cas. bien, oui, absolument. Ouais. Ouais. Et juste petite question comme ça, je pense qu'on a dû déjà te la poser, mais comment ça se passe avec les assurances? Parce que j'imagine ils doivent être en sueur à chaque fois que tu les appelles pour un film, parce que sur le papier, un enfant avec un jaguar et une actrice entourée d'un lion et d'un loup, c'est quand même peu banal. Eh ben non, alors tu vois, voilà, et ça c'est une idée, c'est un stéréotype, parce que les assurances sont là justement pour évaluer les risques, Ok. et on prend pas de risque, nous. Sinon je le ferais pas. Ouais. Si j'avais le moindre doute, s'il y avait le moindre risque qu'il y ait un problème, évidemment je le ferais pas. Donc on a confiance à 100% dans la méthodologie. Après, comme dans la vie, il peut se passer n'importe quoi, même quand on conduit une voiture, on peut avoir un accident. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sûr qu'à 100% et on fait tout pour. Il y a la petite fille n'est jamais seule avec l'animal. Il y a 2 personnes qui sont aussi connaissent très bien les jaguars et qui sont là et qui sont 24/24 à les étudier et à savoir s'il y a un truc, et ça se décèle bien avant. Ben voilà, donc on prend zéro risque. Donc les assureurs regardent comment on fait, comment on travaille, comment on organise le tournage. Ils vérifient tout et ils ont pas du tout de problème. Donc c'est des assurances très classiques. Eh ben, top, bravo. On va pouvoir avancer à la 4e partie, place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. On va jouer à un petit jeu, j'ai absolument aucun mérite puisque j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes. Il est horrible, ça s'appelle Focult. Le jeu est super simple, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire des véritables critiques de films qui fustigent un film. Le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Oh, putain, mais je déteste les critiques et je trouve que... Bon vas-y, enfin il y en a des sympas, enfin il est sympa. T'as une question d'être sympa, il y en a qui... Bon vas-y. On y va. Une histoire d'amitié inoubliable entre un garçonnet malheureux et un vague étron. Film de 82. C'est lié à l'aspect du personnage. E.T. Ouais, E.T. l'extraterrestre de Spielberg. Non mais sérieux. Et c'est qui C'est qui ce naze qui dit non mais quelle honte. On sait pas. Il faut aller se mettre faut aller se cacher quoi. C'est horrible. 1 point, bien joué, l'honneur est sauvé. On y va avec la deuxième. Un père désespéré à la recherche de son fils emprisonné dans un cabinet dentaire à l'autre bout du monde. Vous trouvez que c'est une histoire saine pour les enfants, vous ? Pas évident, c'est un film de 2003, c'est un Pixar. Cabinet dentaire. Un film sur un monde sous-marin de Pixar. Nemo ? Ouais, le monde de Nemo, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est un cabinet dentaire, effectivement. Ça, en tout cas, ça rassure sur notre travail quand tu te dis des trucs comme ça. Tu te dis que forcément les critiques nazes, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Une métaphore douteuse de la Shoah qui sent le KFC. Je suis de la liste Fielder. Non. Ah, ils sont pas allés jusque-là. Ouais. Là, ce serait hardcore. La vie est belle ? Non. Ça pourrait être aussi. Plus récent que ça, Chicken Run. Ah oui, donc c'était pas vraiment sur la Shoah, ok. Ouais, c'est ça. Surtout pour le côté KFC. Non, mais quoi. je dis, les mecs sont prêts à tout, quoi. La liste Fielder, why not ? Ouais. Eh ben écoute, 2 sur 3 en tout cas, bien joué à toi. Eh ben merci. Il est déjà l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Eh bien écoute, on est quelques semaines après avoir enregistré notre interview, on enregistre un petit peu après, et j'ai beaucoup galéré à recevoir ce message pour tout expliquer. Voilà, on est passé à travers des bureaux, etc. Et j'ai eu que des mails et des mails et des mails. Et aujourd'hui, ça y est, j'ai reçu le message à te transmettre. Est-ce que tu as accès à ta boîte mail ? Oui, j'ai accès à ma boîte mail 24 sur 24, même au fin fond de la jungle. Super, donc je vais t'envoyer maintenant un mail. Il est vide de contenu, si ce n'est 2 pièces jointes. Les 2 pièces jointes sont strictement identiques. Le seul truc qui change, c'est que c'est le format audio qui change, pour que je sois sûr que tu puisses l'écouter. C'est qui cette personne mystère ? Ah, Alain ! Putain, t'as bien galéré là pour le coup. Oh. Ça charge. Putain, le pauvre. Il est jamais là en plus.
Putain, mais comment t'as fait? Je te laisse l'écouter et je te reprends après. Bon bah j'écoute. Le film avec Gilles, en fait, c'est une longue histoire. En réalité, au début, je ne voulais pas le faire. J'aime pas ni parler de moi, ni qu'on parle de moi. Je n'aime pas me montrer. Et Gilles a un peu insisté. Ça a duré un peu longtemps. Et puis il revenait sans cesse. Donc j'ai fini par accepter à une seule condition, c'est que sa caméra se fasse oublier. Et en fait, c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Il m'a accompagné pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, il a réussi à se faire oublier. Alors évidemment, au fur et à mesure du tournage, nos rapports ont changé. La confiance s'est installée. Le respect aussi pour la qualité de son travail. Mais ça, ce n'est pas la peine de le dire. Le film en est la preuve. Merci Gilles. Trop chou. Donc c'est un message d'Alain Ducasse, le chef cuisinier, le très grand chef cuisinier Alain Ducasse. Quand j'ai su que j'allais t'avoir en interview, je cherchais absolument quelqu'un pour que cette personne te laisse un message. Et vu que tu as fait le film La quête d'Alain Ducasse, qui est un film qui me tient particulièrement à cœur, on en avait parlé, et ben je me suis dit banco, on sait jamais, j'envoie un mail, j'ai réussi à trouver le mail et j'ai eu un retour, je crois quelques jours après, qui me disait que Alain Ducasse avait vraiment énormément envie de te laisser un message et qu'on allait tout faire pour essayer de lui faire enregistrer ce message et de te l'envoyer. Donc voilà, là c'est fait, c'est chose faite, il l'a fait aujourd'hui même. Et voilà, petit message de Alain Ducasse, j'espère que ça te fait plaisir. Ah bah super plaisir, ouais. Parce que je l'adore, je le respecte beaucoup et c'est vrai qu'on a vécu une aventure. Pour moi, c'était inespéré de pouvoir suivre ce monsieur exceptionnel et de le filmer et d'être au cœur de son activité qui, moi, me passionne. Donc, évidemment, de pouvoir être aussi près. Puis, c'est vrai que l'amitié, après, a pris aussi le pas sur juste le travail. Et puis, maintenant, voilà, on se voit de temps en temps. Moi, ça me fait toujours plaisir de l'entendre, de le voir. Il a une vision du monde, une vision du métier de la cuisine, une vision de la gastronomie unique et incroyable, et c'est pour ça qu'il est tout au sommet, parce qu'il fait pas seulement la cuisine, il fait plus que ça, il raconte des choses, il fait de la philo, il fait de la littérature, il fait de la poésie, il fait de la peinture, enfin il adore les objets, c'est quelqu'un qui a une fibre artistique extraordinaire, donc voilà, et puis c'est quelqu'un de très intelligent et de bons conseils. Donc on a un petit projet ensemble qui est hors cinéma, mais voilà, je ne sais pas si ça verra le jour, ça fait longtemps qu'on l'a, c'est beaucoup tombé à l'eau, et puis là on a de nouveau une piste, et je pense que voilà, tu viendras tester si ça existe un jour. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Moi, voilà, comme j'ai pu te le dire, je suis cuisinier, et ne serait-ce que d'avoir pu échanger, même si c'est par message interposé, avec quelqu'un des équipes d'Alain Ducasse, que je remercie infiniment pour leur travail et leur persévérance pour réussir à enregistrer ce message. Et réussir à recevoir un message de Alain Ducasse qui est moi j'ai fait des études de cuisine, et dans les études de cuisine on parle de chef cuisinier, et tout de suite on parle soit Paul Bocuse, soit Alain Ducasse, et voilà, réussir à lier tout ça, lier les passions, cinéma cuisine, c'est merveilleux. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir pris de ton temps pour enregistrer ce message. J'espère. Merci d'avoir été chercher ce message, c'est vraiment trop sympa. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Merci infiniment. Et puis suite de l'interview tout de suite, on revient dans le cœur de l'interview. Gilles, merci infiniment pour ton temps, pour ta confiance. Merci d'avoir joué le jeu. Où est-ce qu'on peut te suivre et retrouver ton travail ? Je suis sur Instagram, Gilles Demestre, je suis sur TikTok, je poste pas mal de vidéos de coulisses, des images que j'ai là. Si vous avez aimé le dernier Jaguar, vous pouvez y aller, vous allez voir plein d'images du Jaguar et de la petite Loumi dans leur préparation et tout ça. Donc si ça vous amuse, les coulisses, sur Le Loup et le Lion, il y a plein de coulisses aussi, sur Mia aussi, enfin sur tous mes films. Voilà. Pour rappel, un film que j'aime particulièrement, La quête d'Alain Ducasse, mais également Mia et le Lion Blanc, Le Loup et le Lion. Tes films sont tous dispo en VOD, en DVD et en Blu-ray. Également Le Dernier Jaguar, qui est peut-être encore dans les salles près de chez vous, et donc forcément, si vous l'avez raté ou que vous souhaitez le revoir, il sera en VOD très prochainement et en DVD Blu-ray plus tard. Bien sûr. Ton prochain projet, on l'a abordé rapidement, Moon et le Panda.
Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Alors Moon le panda, c'est un film que j'ai tourné en Chine avec des vrais pandas et un enfant, et c'est une histoire extraordinaire parce que c'est impossible de tourner avec des pandas, c'est un trésor national en Chine et on a réussi à le faire. Ça faisait 20 ans que ça n'avait pas été fait, je pense que ça sera plus jamais fait. Wow. Et donc le film a un caractère absolument exceptionnel, on a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir y arriver. Voilà, je pense qu'ils nous ont fait confiance parce qu'on a l'habitude de faire aussi des beaux films avec les animaux et qu'on montre aussi le travail que fait la Chine, parce que ça c'était vraiment un animal qui a complètement disparu et qui sont en train de réintroduire dans la nature, donc à marche forcée. Et donc le film avec Alexandra Lamy qui joue la maman du petit garçon, et voilà, et ça va sortir le 9 avril 2025. Ok, trop bien, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. pour les vacances de Pâques, pas celle-là mais celle d'après. Trop bien. Impeccable. Une énième fois, merci pour ta confiance, je te souhaite vraiment le meilleur, j'ai hâte de voir la suite de ton aventure et de voir tes films, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Merci infiniment de m'avoir invité.